c'est en mars que les courses commencent vraiment. Bon, bonjour Cyril Guimard. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas eu. On a remarqué ça là. Depuis octobre, on vous a pas eu au microcyclisme actu. Bon, Ouais, déjà. c'est normal, j'étais en hibernation, hein. Ah oui, et t'as bien raison. Bon, la saison a commencé fort là. On a eu un bon mois de compétition qui sont passés. Pour revenir sur un des éléments les plus récents, on a eu un certain Paul Sexas, voilà, pour entamer directement dans le vif du sujet, qui a fait un gros tour d'Algarve, qui a été chercher sa première victoire pro. Bon, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bien, ce que je pense, c'est que l'évolution de ce jeune coureur est tout à fait logique, elle est linéaire. Sa progression correspond à des choses que l'on pouvait espérer d'une part, mais qui me paraît tout à fait logique. Et le fait qu'il s'impose avec autorité au niveau du Tour d'Algarve fait partie des choses tout à fait normales. Alors on s'enflamme de partout. Oui, et c'est logique parce qu'il y a quand même très longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un à ce niveau de performance, à ce niveau de précocité. Mais je le dis encore, c'est une chose normale. Moi, je l'ai découvert, il était junior 1 dans un cyclocross là, en Maine-et-Loire, où il avait battu Léo Visio, qui allait être champion du monde quelques semaines plus tard, et champion d'Europe. Euh, mais il avait un peu plus d'un an et demi de moins que Léo Visio, parce qu'il était junior 1, Léo Visio était junior 2. Et lorsque je l'ai vu, puisque j'étais présent, à signaler d'ailleurs que sur cette course, le quatrième c'était Sparfel, Aubin Sparfel, dont vous entendez aussi beaucoup parler. Donc il y avait un vrai plateau et pratiquement trois des meilleurs cyclocrossman du moment. Et ce jour-là, je me suis dit, là, on tient quelque chose d'assez extraordinaire. Comme on dit en Bretagne, si les petits cochons ne mangent pas, je crois qu'on en fera quelque chose de grand. Je vais d'ailleurs informer un manager d'une World Tour en disant, bon, perdez pas de temps, courez vite, allez vite le voir. Et puis, quelques jours plus tard, le manager en question m'a répondu, non, c'est trop tard. Donc voilà, mais à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais douté de ce coureur. J'ai suivi son évolution tout à fait exemplaire. Il est aujourd'hui dans un cadre que je trouve très bon. S'il arrive à conserver une certaine autonomie, y compris par rapport à son équipe, il ne faut pas être totalement dépendant de son équipe. Et je constate que, sans doute avec l'accord, mais qu'il commence à mettre en place des choses à titre personnel. Et ça me paraît très important. Et l'ensemble des interviews qu'il peut donner, des déclarations qu'il peut faire, me disent qu'on a affaire à quelqu'un de bien structuré, qui a les pieds sur terre et qui, quelque part, sait s'entourer. Et c'est ce qui va être le plus important, car la surmédiatisation qu'il y a aujourd'hui, quand on ne va pas dire qu'elle est illégitime, mais je pense qu'il faut aussi, dans l'intérêt de l'individu, ne pas en faire trois charretés, 25 tombretés, plus les brouettes derrière, et ne faire plus que du sexa. Sexa existera aussi parce qu'il aura des adversaires. euh, et qu'il faut aussi parler des adversaires, pas que de lui. Tu as beaucoup parlé de sa progression logique que tu vois depuis des années. Là, il a seulement 19 ans. Avant, on disait beaucoup que la maturité sportive arrivait sur 27, 28, 29 ans.
Là, en quelques années, ça a beaucoup changé avec Pogacar, Evenepoel. Là, il a seulement 19 ans, justement. Est-ce qu'il a encore beaucoup de marge de progression? Comment tu le vois? Et est-ce qu'il peut déjà matcher sur des courses World Tour cette saison? Et évidemment, la question ultime que tout le monde se pose, et c'est est-ce qu'il doit faire le tour dès cette année, en fait? Alors, sur Cyclisme Actu, j'ai déjà répondu déjà répondu à la question. Ce n'est pas moi qui détient les pouvoirs de décision. Euh, mais j'ai déjà dit que, on ne perd pas de temps à être patient et je m'arrêterai là. Euh, oui, il a une marge de progression encore sur, allez, on va dire 3 4 ans. Alors, revenir au fait que la maturité était beaucoup plus élevée il y a 30 ans, arriver à, je veux dire, à un âge beaucoup plus élevé, c'est parce que les circonstances de la vie le démontraient. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à moins que des grands scientifiques nous démontrent l'inverse, la physiologie et la biologie n'ont pas changé. Donc on est toujours issu de parents humains encore, peut-être pas d'ailleurs, mais c'est le développement qui fait qu'on arrive plus tôt, le développement, l'entraînement, les charges de travail, bon, qu'on arrive plus tôt qu'à cette époque. Je voudrais quand même vous rappeler que quand vous aviez des gens comme Louison Bobet, si on prend cette tranche-là, les gens sortaient d'une guerre. Et à 14 ans, on n'avait pas un club d'athlètes, on n'avait pas la piscine à côté, on n'avait pas les stages vélo, etc., etc. Et d'ailleurs, jusque dans les années, les miennes d'ailleurs, 62, 63, quand j'ai commencé en cadet, il n'y avait pas de course avant le cadet. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de vélo avant 15 ans. Bon, sauf pour ce que tu avais envie de faire, le loisir, etc. Mais il n'y avait pas de club qui prenait des coureurs plus jeunes. C'est à partir de 62-3 que les écoles de cyclisme ont été créées. Euh, donc, il est bien évident que quand tu commences à 15 ans, tu ne peux pas 2 ans après avoir le niveau World Tour. Aujourd'hui, on commence beaucoup plus tôt avec des programmations qui sont aujourd'hui bien intégrées, bien connues de tout le monde, plus tous les outils que vous connaissez. Et donc, cette précocité est tout à fait logique. D'ailleurs, elle existe dans d'autres disciplines. Et je voudrais vous rappeler quand même qu'à une certaine époque, les plus grands champions de natation arrivaient à partir de l'âge de 16 17 ans. Mais ils étaient à la piscine depuis l'âge de 6 ans. D'autre part, si on prend Bernard Hinault, qui est à ce jour, pour moi, le plus gros potentiel de tous les temps, à Texas de me faire mentir, il faut savoir que Bernard Hinault a gagné le Tour à 23 ans, mais que pendant un an, il n'a pas fait de vélo, puisqu'il est parti à l'armée et il n'était pas au bataillon de Joinville. Faisait son service militaire de façon tout à fait logique, comme tout citoyen. Euh, Et, au lieu de faire du vélo, eh ben, il allait jouer au petit soldat. Donc, il ne pouvait pas, à l'âge de Texas, avoir les mêmes types de résultats, puisqu'il ne courait pas. Le seul, le seul dont on peut dire qu'il était sur la même trajectoire, c'était Jacques Anquetil. Et vous regarderez, Jacques Anquetil gagne son premier Grand Prix des Nations à 19 ans, sur Hmm. 150 kilomètres. Mais on va le revoir beaucoup plus tard, tout simplement parce qu'il y a la guerre d'Algérie. Et même s'il n'est pas allé en première ligne au front compte tenu de son passé sportif, comme beaucoup d'autres Français de la génération de Jacques Anquetil, c'est des coureurs qui, pendant entre 1 an et 2 ans, n'ont fait du vélo qu'en pointillé. Donc il faut connaître un peu l'histoire pour pouvoir avoir un jugement beaucoup plus objectif.
Donc le fait d'arriver aujourd'hui, comme les Pogacar, les Del Toro, Martinez, Paul Magnier, il faut se dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont une jeunesse absolument extraordinaire. Et justement, tu en fais référence là et tu en parlais tout à l'heure. On va juger la carrière de Sexas aussi à la concurrence. Juan Ayuso, pour ses débuts avec sa nouvelle équipe Lidl Trek, a remporté justement le Tour de l'Algarve devant Sexas. On a aussi vu le petit Mexicain Del Toro Le petit, remporter je pense qu'il l'UEA est Tour. grand. Oui, oui. Ils se sont déjà illustrés en début de saison. C'est des confirmations pour certains. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà de eux, quelques mots sur ces performances-là, notamment Isaac Del Toro à l'UEA Tour, performant sur les montées. Alors, Isaac Del Toro, on le connaît bien, on l'a suivi l'an dernier. C'est du très très haut niveau. Et, et je pense que pour avoir bien analysé le dernier championnat du monde, je pense que s'il avait été lui là aussi un peu patient et s'il avait bien couru, je pense que c'est lui qui aurait été champion du monde et pas Pogacar. Alors, si vous voulez, un jour on reprendra les images et je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'il a mal couru. Voilà. Donc, c'est pas une surprise de le trouver à ce niveau-là. Rappelez-vous la fin de saison qu'il a faite l'an dernier. Et c'est une fin de saison de dingue. Il est plus Là, il facile de commence. compter les courses qu'il n'a pas gagnées que celles qu'il a gagnées. Il arrive là, début de saison, il est à son niveau normal. Et là, Et c'est sur sa pour moi giclette. aujourd'hui numéro 2 derrière Pogacar. Ouais. À vérifier. Et sur sa giclette, il a notamment mis à mal Remco Evenepoel, qui a perdu beaucoup de temps, justement, lui, à l'inverse, sur les montées. Est-ce que, il confirme qu'il a des difficultés là, sur les grands cols? Est-ce que une fois de plus, il n'a pas trop de grosses limites sur les courses à étapes et notamment pour les grands tours? Evenepoel, je ne sais pas ce qui se passe chez Evenepoel, mais il y a quelque chose qui, quelque part, il y a un boulon qui n'est pas bien serré. On Même s'il a connaît changé d'équipe. on connaît son potentiel de base et on le connaît depuis qu'il a quitté le football. Euh, je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais ce qui lui arrive sur certains types d'ascension n'est pas normal. Ne correspond pas pour moi à une forme de logique. Maintenant, je suis pas son entraîneur, je suis pas celui qui lui met les pâtes et le riz dans l'assiette. Euh, je suis pas ceux qui le conseillent en dehors, mais je suis désolé, il y a un boulon qui est pas bien serré. Parce qu'il doit être au niveau d'un Pogacar. Il n'y a pas de Qu'est-ce qui fait raison qu'il l'est que... pas? Et il ne l'est pas, il peut l'être dans certaines circonstances. Mais, mais il peut pas, il peut pas être dominé sur certains types d'ascension et péter comme il pète. Donc, à voir, pour moi, il reste un des trois ou quatre plus gros moteurs qui existent dans le peloton. Et dans ces gros moteurs, il faut bien sûr y ajouter Paul Sexas. Mhm. Bon, on a un peu parlé des cours des dernières semaines. Maintenant, il y a un très gros week-end qui arrive avec le week-end d'ouverture en Belgique. On commence avec l'Omloop dès ce samedi. Bon, on a appris que Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel allaient faire leur grand début là, donc dès ce samedi. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en attends? Voilà. Est-ce que l'excitation est là? Van Der Poel est au départ. Oui, Van Der Poel est au départ. Ah, Ça a Van été Der Poel, officialisé bon, hier.
Eh bien, il faudra qu'il se méfie de, comment il s'appelle, Paul, je me souviens plus de son nom, là, vous savez, un jeune coureur français, Paul Magnier, voilà, j'ai gagné. Oui, parce que, on va parler un petit peu de Paul Magnier aussi. Je crois qu'il a du mal à perdre des courses depuis quelque temps. Euh, et je vais changer un tout petit peu de sujet. C'est qu'aujourd'hui, la France a la chance d'avoir deux pépites, Paul Magnier et Paul Sexas. Et que cela me rappelle, alors, tout de suite les jeunes, mais attends, mais de quoi ils nous parlent, etc. Ben, je vais vous parler d'une époque où on avait un coureur dont on a parlé qui s'appelait Jacques Anquetil, qui a gagné 5 Tours de France euh, en traversant la guerre d'Algérie, et André Darrigade. Et André Darrigade, c'est plusieurs maillots verts, c'est 23 étapes dans le Tour de France. Voilà, deux Français qui ont fait découvrir le vélo d'après-guerre à l'ensemble des Français, mais pas que des Français, sur le plan européen. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve peut-être avec cette période dorée qui succédait à celle de Robic et de Louison Bobet, et qu'aujourd'hui, on a peut-être notre Jack Anquetil et notre André Darrigade. Et ça nous promet quand même une bonne dizaine d'années de résultats au plus haut niveau et de liesse nationale au plus haut niveau aussi. Tu disais que Mathieu Van Der Poel devrait se méfier ce week-end de Paul Magnier. Est-ce que justement, tu penses qu'il peut claquer une belle classique dès ce printemps et peut-être même dès samedi, sachant que l'an dernier, il a fini deuxième de Loop. Donc, est-ce que tu crois en lui déjà pour s'illustrer ce week-end? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les résultats qu'il a depuis le début de l'année et surtout l'assurance et l'autorité qu'il a prise dans le final des courses. Une équipe qui maintenant a une totale confiance en lui. Il a pris un petit peu de puissance. Tout ça réuni font qu'il va être beaucoup plus dangereux dans les sprints aujourd'hui qu'il ne l'était les années précédentes. Et oui, c'est la raison pour laquelle je pense que Van Der Poel devra se méfier. Et en cas d'arriver au sprint où il y aurait Van Der Poel, je pense qu'il n'y a peut-être pas photo. Maintenant, il faut arriver déjà avec Van Der Poel. Ça, c'est un autre problème. Mais sur le Newsblad, entre autres, je pense qu'il a les qualités nécessaires pour ne pas être mis en difficulté par Mathieu. Maintenant, est-ce qu'il y aura du vent, pas du vent? Mais il a quand même une équipe qui est par essence née pour les classiques et qui est l'école Lefebvre. Donc cette culture, elle n'est pas partie. Ils sont partis un moment sur les courses à étapes et sur les grands tours avec Evenepoel. Ils sont revenus à la base même qui a fait tous les succès de cette équipe. Donc, ça sera difficile de piéger Paul. Bon, pour enchaîner un peu, ouvrir le sujet aux équipes françaises, on a toutes les équipes françaises de première et de deuxième division qui ont déjà levé les bras cette année. Bon, certaines avec plus ou moins de réussite. On a notamment Decathlon qui a levé les bras déjà à de très nombreuses reprises et qui fait partie des plus grandes équipes mondiales. Qu'est-ce que tu penses du début de saison des équipes tricolores? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois? Oui, oui, je pense que les équipes françaises ont commencé, euh, ont commencé un peu leur mutation. Je pense que le système qui était en place depuis des années et qui a quand même à peu près bien fonctionné, le modèle sportif et le modèle économique ce qui existait est obsolète aujourd'hui. Donc il faut que l'ensemble des équipes
changent leur façon de fonctionner. Et je pense que ça a été très spectaculaire, mais aussi parce qu'ils en avaient les moyens financiers aussi, et ils sont allés les chercher également. Eh bien, Decathlon les pousse. Decathlon les pousse à bouger. On le voit avec Cofidis qui reprend un peu de couleur. Groupama, c'est un petit peu plus long parce que les structures sont différentes, l'histoire est un petit peu différente, mais il faudra que ce soit Groupama ou Cofidis, ben, il va falloir absolument qu'ils se remettent beaucoup plus en cause qu'ils ne l'ont fait cet hiver. Je sais, tout changement n'est pas facile, et quand on veut changer beaucoup de choses, il y a beaucoup de résistance en interne. Et c'est ces résistances qu'il faut absolument écarter, ou tout du moins amener à avoir une autre forme de pensée et de fonctionnement. Je Et trouve, les deux équipes que tu évoques, là, Groupama et Cofidis, ont les deux changé de manager général cet hiver. Est-ce que pour toi, oui, ça change quelque chose ou pas? ben oui, ou alors ils servent à rien. Soyons directs. Mais vous avez aussi, et je trouve que qui marche bien. Total Énergie est aussi dans une nouvelle dynamique. Et puis, si on va au bout des choses, le Vélo Club de Roubaix, ou anciennement Vélo Club de Roubaix, attendez, on claquait à deux reprises pendant ce mois de février. C'est-à-dire que même les continentales ont aussi évolué. Alors, c'est vrai que le Vélo Club de Roubaix a évolué là aussi avec des changements de manager, mais aussi des changements de partenaires. Donc, je pense que tout ça, c'est très, très intéressant, et il faut surtout pas avoir peur de remettre en cause les fonctionnements d'hier. Bon, je le rappelle, ils sont obsolètes. Restera quand même, restera quand même que le système économique du système français, lui aussi, est obsolète. Donc il faudra revoir de façon très profonde le fonctionnement et surtout toute la partie économique. Et du coup, on est en plein dans le gros sujet qui secoue un peu le cyclisme français avec les tensions entre la Fédé et la Ligue nationale. Parce que au sujet de la subdélégation de l'une pour l'autre, avec la création des contis fédérales qui peuvent maintenant participer à des courses professionnelles. Voilà, quel est ton sentiment? Parce que quelque part, on peut peut-être se dire, voilà, si même Roubaix, même si CIC Pro Cycling Academy font des bons résultats avec Axel Mario, etc. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont envie de montrer que eux, c'est des pros qui méritent leur place, qui sont au-dessus des contis fédérales qui sont encore des structures amateurs? Euh, je suis désolé, ce truc-là, c'est un sac de merde. Et en fait, le problème, c'est une fédération qui, de tous les temps, a toujours considéré que le secteur pro ne devait pas être indépendant, mais devait faire partie de la fédération. C'est aussi, la Ligue est aussi la faculté pour la fédération de récupérer aussi quelques deniers dont elle a beaucoup besoin. Euh, Ce qui se passe là correspond à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le système économique est obsolète. Et puis, il y a un code du sport, il y a un code du travail. euh, et et quand vous voyez que euh, le procès qu'a fait la Ligue à la fédération, la Ligue l'a gagné, ça prouve bien qu'il y a un gros problème. Mais les fédéraux, élus de façon non démocratique, on a plein d'élections en ce moment, on n'arrête pas de parler de démocratie, sauf que les fédérations ne sont pas non plus des modèles de démocratie, bien au contraire, et je suis payé pour le savoir. Euh,
ça va tout faire péter. Mais il faut que ça pète. Et je dirais à Xavier Jean, quand j'étais candidat à la présidence, pourquoi on ne s'est jamais rencontrés? J'aurais pu lui expliquer un certain nombre de choses. J'aurais pu lui expliquer que la Ligue, c'est vrai également pour le syndicat des pros, qui d'ailleurs, entre nous, n'est pas un syndicat. Ce ne sont que des commissions de la fédération qui ont délégation de la fédération, mais il faut qu'elles fassent ce que la fédération a décidé. Pas ce qu'eux pensent utile, pas ce qu'eux pensent légal au niveau de la Ligue. Et j'aurais expliqué un certain nombre de choses à Xavier Jean, plutôt que de cirer les pompes de Callot, de Pouet et de Marie-Françoise Poitreau. Parce que le problème, c'est un problème de pouvoir. Mais on sait, à terme, parce que j'ai quelques échos, que même sur le plan du ministère, ils veulent supprimer les ligues. Ce sont des pouvoirs dans le pouvoir. Mais quand on refuse toute forme de d'opposition lorsqu'elles sont légitimes, on est dans une dictature. Et j'ai lu les déclarations de Callot. On est bien. Ces déclarations démontrent que c'est moi le patron et vous ferez ce que je vous demande, même si nous avons été condamnés. Ça s'appelle de la dictature. Et pourquoi il faut que ça pète, selon toi? Pour Parce rééquilibrer que les le forces, pour système redonner le français est pouvoir aux obsolète. pouvoirs? Le système français est obsolète sur le plan économique. Il faut donner le pouvoir aux Donc, équipes et aux par voie de forces? conséquence, quand on est capable d'imposer, et encore, je ne peux pas vous donner tous les détails, d'imposer que des amateurs non rémunérés, et je ne suis pas contre les amateurs, bien au contraire, hein, mais il faut que ce soit acceptable pour tout le monde et que ça respecte les lois. Au moins que ça respecte les lois. Et là, c'est même pas le problème, on s'en fout. Car en fait, le problème, on pourrait remonter plus loin, à une époque, comme la fédération a besoin de beaucoup d'argent, elle est montée à 28 DN1. Et il y avait plus de DN1 que de DN2. C'est-à-dire que la pyramide était à l'envers. Il y a bien un moment, pour s'en sortir, il fallait faire quelque chose. Point. Alors, je vais laisser aux spécialistes le soin de, de déblayer tout ça, parce on n'aura pas le temps. Mais depuis le début, ben, je suis désolé, on est dans le mur et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Et là, il va falloir que ça pète. Je suis désolé. Et, et c'est bien qu'on commence à avoir des, 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 des- des partenaires qui remettent en cause le fonctionnement de leur équipe. C'est le cas de Decathlon, et je les remercie pour ça. Il faut que les autres emboîtent le pas. Et s'il faut dissoudre la Ligue, ben, il faut dissoudre la Ligue. Mais il faut refaire à ce moment-là une fédération à côté. Bon, eh bien écoute, merci beaucoup Cyril. Je crois qu'on a fait le tour de la question et bon, en général des Bon, je vais en principaux prison sujets quand? d'actualité. Ça, c'est Et une je vais bonne en question. prison quand? Ça, c'est une bonne question. On verra. Tu nous tiendras au courant. Oui, Euh, oui, pas de problème. Vous enverrez le faire bon, part. bon, parfait. Oh, merci, on te remercie. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, voilà. Mais, on va te souhaiter un bon week-end de cyclisme. Voilà, nous aussi, on va être à la planche sur ce week-end d'ouverture belge et en même temps les courses françaises et compagnie. Et après, ensuite, ça va s'enchaîner. Donc, ben, écoute, merci une nouvelle fois voilà, pour ta présence sur Cyclisme Actu. Et voilà, on te souhaite une bonne fin de semaine. Merci, merci. Et je crois qu'on a un beau week-end à vivre avec le Faune Ardèche et l'ouverture, la vraie ouverture du cyclisme, qui est le Newsblad. C'est en mars que les courses commencent vraiment.